ça. Mais attends, on va commencer l'émission parce que là, on est dedans, là. Ben oui, mais on Les les attend, coups. nos gars, là. Ils nous ont dit qu'ils étaient OK, là, C'est bon depuis tout pour à vous? l'heure. Ouais. Ok. Bienvenue sur Pause, le podcast Changement de décor. Nous sommes aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous avons décidé de joindre nos forces avec la Station Afrique, My Afro Week et Pause de podcast afin de mettre en avant des talents africains qui dominent leur industrie. C'est une manière pour nous de les découvrir et de les redécouvrir, surtout pour ceux que l'on connaît déjà. On les a rencontrés pour vous. On y va? Ici Sharma Touba pour 20 minutes au JO. Comme d'habitude, nos invités sont la crème de la crème. Celui-ci est très particulier pour moi, mais aussi, je suis persuadée, pour vous. Il est à la tête d'une académie de football qui s'appelle Jambars, mais ça, c'est plutôt ce qu'il fait ces temps derniers. Joueur international de football, passé par le LOSC, passé par Metz, West Ham, le PSG, sans oublier un des titres que très peu sur cette terre peuvent brandir. Il est champion du monde de football. Monsieur Bernard Lama, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, ça va, tranquillement, merci. Ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci. Ça fait un moment, hein. Ça fait quelques mois déjà. Et oui, la dernière fois c'était à la CAN, Ouais. à la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir aujourd'hui, Bébert, parce que je sais que c'est pas un exercice que tu affectionnes particulièrement, l'interview face caméra. Non, pas forcément, mais disons qu'il y a des moments. Il y a des moments pour le faire. Et quand tu m'as proposé de le faire il y a quelques mois, j'étais pas dans cet état d'esprit-là. Et donc voilà, maintenant, c'est pas que je suis pas à l'aise, c'est que voilà, il faut trouver le bon timing, quoi. Le bon timing. Parce qu'on n'a pas forcément, par contre, toujours envie de parler. Aussi. Ça a été sur le terrain, derrière la caméra, devant la caméra, pendant plusieurs années, c'est ça? Ah oui, déjà à travers le football, hein, pendant 20 ans, enfin bon, peut-être pas pendant toute ma carrière, mais pendant une grande partie de ma carrière, oui, j'ai été au-devant des caméras. Après, derrière, j'ai commenté. Donc jusqu'à 2012, je fais toutes les Coupes d'Afrique, Coupe du Monde, Championnat d'Europe comme analyste. J'ai même présenté une émission aussi au bout de tout ça. Mais étant basé en Guyane, c'était compliqué de pouvoir continuer. Et puis ça a été un choix aussi de rester plus chez moi. Encore aujourd'hui, tu es toujours basé chez toi, Oui. en Guyane. Tu voyages énormément? Depuis quelque temps, oui, parce que le Covid nous a laissé un peu tranquilles. Mais le Covid nous avait freinés pendant quelque temps. Les voyages, oui, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, quoi, depuis tout jeune. Même avant de jouer au football. Donc c'est vrai qu'il est difficile pour moi de rester au même endroit très longtemps. De faire la même chose. Tu as toujours, t'as toujours cette vision de découvrir, de comprendre, de connaître, d'analyser. Et tu es aussi, pas que pour moi, mais je pense beaucoup de personnes justement que j'ai rencontrées, sans même savoir, j'ai plusieurs personnes et une en toute particulièrement qui m'a touchée parce que ce monsieur, dont je tairai le nom, m'a dit « Je ne serais pas la personne que je suis dans le football si ce n'était pas grâce à la main tendue de Bernard Lama. » Et je me suis dit « Waouh !» Et aujourd'hui encore, tu as toujours cette oreille à la sollicitation. Tu écoutes toujours, tu prends toujours le temps d'écouter, tu prends toujours le temps d'analyser. Mais ça vient de où? Je pense que c'est lié à mon éducation et à ma famille. Parce que bon, mes arrière-grands-parents, grands-parents, les hommes en tous les cas ont toujours été des hommes d'action. Ils ont tous été maires depuis mon arrière-grand-père. Mère? Ils ont été maires. Ils ont accompagné le développement de la Guyane, en fait, donc politiquement, mais
aussi économiquement et à tout niveau. Mon père était chirurgien, était médecin. Il faisait que s'occuper des autres. Il était maire en plus. Il était président d'un club de foot. En plus, Donc j'ai grandi dedans. Donc c'est pas compliqué pour moi en fait. tu fais C'est ça, ma nature. tu fais ça assez naturellement. Il y a pas, je me force pas. Et puis je pense que j'ai eu la chance de voyager très tôt aussi, notamment de beaucoup voyager au Brésil, qui à un moment donné où le Brésil était en train vraiment de se développer, venait de développer sa capitale, Brasilia. Donc que j'ai connu 5 ans après qu'elle soit mise en Place. action, en place. Et je suis parti très jeune de la Guyane, à 18 ans. Le football nous permet de voyager, de voir énormément de choses, de faire énormément de rencontres. Aussi. Donc c'est tout ça qui m'a enrichi et qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et puis dans notre vie, on a, en particulier quand on est sportif de haut niveau, on trouve toujours des gens qui nous tendent la main. C'est vrai. Qui nous permettent de réaliser ce que l'on réalise. Le football a été dans ma vie très tôt. Et le football, c'est un sport collectif. Aussi. Même si je suis gardien de but, donc je suis tout seul dans mon coin, C'est mais ça. je fais partie d'un collectif quand même, quoi. Donc, Ah, c'est important aussi. Si donc tu gardes pas les cages, voilà, oui, quoi. oui. Je pense que voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai toujours l'oreille attentive. Parce qu'on peut toujours passer à côté d'un talent, quoi. On peut toujours passer à côté de quelque chose, quoi. Parce qu'il y a énormément de talents aujourd'hui sur cette terre qui ne demandent qu'à se révéler. Et parfois, c'est juste lui faire une passe à ce talent-là pour qu'il puisse s'exprimer. Depuis très longtemps déjà, c'est dans cette optique-là que je me développe, que je développe mes actions, en fait. Donc, depuis la Guyane, puisqu'on allait jouer au Suriname, on allait jouer au Brésil, on allait jouer aux Antilles. Donc, ça me permettait de sortir de la Guyane, de bouger. Et après, c'est vrai qu'après, il faut, comment dirais-je, il faut être capable de s'imaginer plus loin aussi. Cette habilité de projection et de se dire, voilà plus ou moins comment les choses peuvent tourner par rapport à l'espace-temps. Je disais que j'ai grandi dans cet univers-là. Mon père était un créateur, que ce soit dans la médecine, où il a introduit en Guyane la chirurgie plastique. Pendant les vacances qu'on passait au Brésil, il allait prendre des cours chez le créateur de Ivo Pitangui, donc de la chirurgie plastique. Donc il a créé des choses. Et puis j'ai toujours vécu aussi dans le fait de ramener quelque chose chez moi. On peut dire justement qu'avec tous ces projets-là, tu as vu extrêmement loin et tu as vu extrêmement clair. Jambars, aujourd'hui, c'est plusieurs footballeurs professionnels, internationaux. Ce sont des infrastructures basées sur le développement sportif, oui, mais aussi l'accompagnement académique. Et je me dis, aujourd'hui, tu me parlais de cette saison de ta vie où tu es beaucoup dans la transmission. Quel est pour toi le plus gros challenge dans ce tournant de ta vie? C'est de réussir la transmission, justement, de faire une bonne passe, de faire une passe décisive, justement. Que la passe, elle devienne passe d'ess. Voilà. Transmission, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire à travers mes actions et donc la création avec mes 3 acolytes de l'association Jambars, Jimmy Adjoviboko, Patrick Vieira et Saher Sek. Ça a été le fruit d'une certaine réflexion à travers le monde du football africain, donc le monde dans lequel nous vivions à l'époque en étant footballeurs professionnels, et puis les écarts qu'il pouvait y avoir entre nous, notre parcours. Donc quand on a compris toutes ces choses-là, on a créé Jambars pour justement faire la passe aux autres qui n'avaient pas cette possibilité-là de pouvoir avoir un ballon pour jouer. Nous, on leur filait le ballon. Jouer, montrer ce que vous savez faire. Nous, on s'occupera du reste. Vous, votre tâche, c'est d'apprendre. En fait, ça a été aussi, moi, à titre personnel, ça a été mon parcours. C'est-à-dire que grâce au football, depuis tout jeune, j'ai pu voyager.
J'ai pu faire des rencontres. J'ai pu m'enrichir de ce que j'ai pu voir, de mon expérience, de mon vécu. Et pas seulement prendre, il ne s'agit pas seulement de prendre. Il s'agit Prendre partout. de prendre ce qu'il y a de bon quelque part et de pouvoir le transmettre. On est là juste pour un passage, hein, en fait. Hein, donc on n'est pas éternel. Mais on peut l'être à travers nos actions. Donc c'est ce que j'essaie de faire à travers mes projets. Ça fait déjà beaucoup de passes d'ess, hein, Bernard Lama, ça fait beaucoup Moi, de je suis un passes meneur de jeu. Hein, quand je jouais, quand j'étais gardien de but, j'étais le premier relanceur. J'étais le dernier défenseur, mais j'étais le premier relanceur aussi. On dirige le jeu quand on est gardien de but. C'est le seul qui peut se permettre de faire ça, quoi. Et c'est le seul qui a la vision aussi d'ensemble. C'est pour ça que j'étais gardien de but aussi, parce que de ce poste-là, comment dirais-je, à ce poste-là, il faut des qualités bien particulières, parce que ça nous oblige à prendre des décisions, et une mauvaise décision, et c'est c'est les filets qui bougent derrière moi, quoi. Clairement, très rapidement, c'est vrai. Donc dans la vie, c'est la même chose aussi. Une mauvaise décision, tu le payes toute ta vie. Alors attention. Tu es assez préventif par rapport à ça, je le vois, que ce soit quand on marche ensemble ou même avec, ça coule encore dans tes veines vis-à-vis de tes enfants créés aussi, à leur échelle. Le sport de haut niveau, c'est aussi un petit peu l'école de la vie, comme tu disais. Ah, c'est pas un petit peu, hein. C'est une des écoles de la vie. On vient de le voir là avec les Jeux Olympiques. Il y a des gens qui... Déjà, le fait d'avoir une médaille, tu travailles toute une vie pour ça. Bien sûr. Et tu ne sais même pas si tu vas l'avoir, en fait. Tu as juste l'espoir de l'avoir. Et puis, tu as ceux qui ont l'espoir d'avoir cette médaille et qui ne l'ont pas. Et qui voient tout leur monde s'écrouler parce que tu le veuilles ou non, tu fais des projections. Donc le sport est une vraie école de la vie. Le truc, c'est que le résultat, tu le connais tout de suite, quoi, en fait. Et c'est ça qui est dur, quoi. Parce que, allez, pendant des années, tu as travaillé pour atteindre ton objectif d'avoir une médaille. Tu te retrouves, tu n'as pas la médaille. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas faire de reset, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Rendez-vous dans 4 ans. 4 ans. Donc ça, c'est dur. Et ça, c'est une école d'apprentissage qui est très importante. La majorité de ces athlètes-là que l'on a vus sont des inconnus pour le grand public. Et aujourd'hui, ils sont connus, ceux qui ont des médailles, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont passés à côté, quelle que soit leur vie change du jour au lendemain. Finalement, quand on regarde bien autour de nous, notre monde, il n'est pas très marrant, quoi. Parce qu'il y a des guerres sur tous les continents, pratiquement. Donc, là, on vient de voir un moment, ça a duré 15 jours, là, on revient dans la normalité, quoi. Il y a les Paralympiques qui étirent un tout petit peu. Faudrait-il encore leur donner la visibilité adéquate, entre parenthèses. Mais ouais, non, c'est vrai, on revient... On revient à la réalité. On revient... Ça y est. Voilà. On laisse les dieux de l'Olympe là-haut et puis on revient tranquillement, humblement, quoi. Parce qu'en fait, c'est ce que le sport apprend aussi, l'humilité. Comme je disais tout à l'heure, dans le sport de haut niveau, tu es dans la souffrance. Hein. Tu es dans la souffrance. Et cette souffrance-là, elle te rend... La souffrance de l'effort te rend très, très humble. Celui qui n'est pas humble à côté de ça, c'est qu'il n'a rien compris, quoi. Pour moi, là, en termes de souffrance, c'est vraiment 80-20, quoi. On souffre à 80% sur les 20% de joie, d'apprentissage. Je ne sais même pas s'il y a 20% de joie. Hein. Toi, tu mettrais moins ? En fait, pour arriver à un niveau de performance extrême, pratiquement à aucun moment tu es dans la joie, tu es dans le machin, tu es dans la souffrance. Donc effectivement, si tu as une médaille, tu vas pouvoir passer dans la joie. Mais si tu n'as pas de médaille, tu es toujours dans ta souffrance. Donc dans la souffrance supplémentaire que tu dois t'imposer pour pouvoir aller chercher cette médaille-là.
Bon, donc non, les médailles, elles sont toutes méritées, quoi. Toutes. Parce que vraiment derrière, ce sont des vies qu'il y a derrière, quoi. Derrière chaque médaille, il y a des dizaines, des centaines de vies. Derrière une médaille, il y a tout un village, des fois, qui Comme on dit, peut... it takes a village. Et dans le sport de haut niveau, c'est impressionnant. C'est des Ouais. familles, c'est des enfants, des oncles, des tantes, des déplacements, des sacrifices de sacrifices. C'est souvent, des fois, je raconte à les amis, une fois, j'ai fait une demi-finale de Coupe d'Europe à Liverpool. On a joué à Liverpool, c'était le match retour. Et en rentrant à la maison, bah, j'ai eu le temps, étant donné l'heure, 6 heures du matin, j'ai eu le temps d'acheter le journal, d'acheter mes croissants, d'arriver chez moi, de prendre mon petit déjeuner, de lire le résumé du match que j'avais fait la veille. Ouais. J'avais pas encore dormi. T'avais pas encore dormi? Non, parce que c'était le voyage retour, le temps que Ouais, rentre, les que- formalités, les ceci, l'aéroport, la maison. Bah, il était 6 heures du matin quand je suis arrivé. Je suis passé dans la ville, j'ai acheté l'équipe, j'ai acheté les croissants, je suis allé manger mon petit déjeuner, puis je suis allé me coucher après, Ils quoi. ont juste eu le temps d'imprimer ce que toi, t'avais fait la veille. Voilà. Crazy. Et 16 heures de sommeil-là, tu vois, des fois, tu les payes parce que tu les rattrapes pas. Jamais. Donc, mais heureusement, il y avait une qualification au Heureusement. bout. Donc, quand, quand tu es qualifié, ça passe. Quand tu n'es pas qualifié, c'est plus compliqué de récupérer, quoi, Ah, effectivement. ton corps même te dit non, je veux pas récupérer. Ouais. Il n'y a pas de décrassage. Non, le corps, enfin, tu as raison, le corps a une Oui. mémoire. Oui, bien sûr. Donc, il va avoir toutes sortes de mémoires, quoi, en fait. Donc, et il Même va traumatique, réagir. tu vas dire, mais j'ai mal là, je comprends pas. Après, tu vas te rendre compte que, ah, mais mince, j'ai pris un choc là, finalement. Ah, ouais, je m'en suis même pas rendu compte. Parce que tellement tu es nerveux, tellement tu es concentré, tellement. Donc, tout ton corps, et c'est un mur, quoi, en fait. Galvanisé, oui. Donc, oui. on rebondit. Puis c'est après qu'on voit les dégâts, quoi. Donc, après, aïe, aïe, j'ai mal là, j'ai mal là. Je Et bon, c'est comme t'assure. ça. Mais bon, l'avantage, c'est que, en tout cas pour toi, tu as quand même été bien suivi durant ta carrière. Oui, oui, non, là-dessus, il n'y a pas eu de souci. C'est-à-dire que, en fait, comment je vais expliquer? Au fur et à mesure des années, en fait, ça s'est amélioré au fur et à mesure, mais j'ai été une génération aussi qui a développé certaines choses, quoi. Il y a des accompagnements que l'on n'avait pas. On n'avait pas d'ostéopathe, par exemple. Quand j'ai démarré ma carrière, au tout début, il n'y avait pas toujours forcément un kiné avec nous, en déplacement ou des choses comme ça. Donc, au fur et à mesure, tout l'environnement du sportif de haut niveau s'est développé. Aujourd'hui même, ça n'a même plus rien à voir avec ce que je faisais, Ouais, ce bien que sûr, j'ai bien vécu. sûr. J'ai eu la chance, quand j'étais à Lille, qui était d'origine italienne, qui s'occupait des écoles de football à Lille et qui avait joué à l'époque en pro, mais avant-guerre, et qui nous expliquait les chaussures qu'ils avaient, en fait, qu'en dessous, c'était des clous. Donc, on À s'est la place des assis, crampons. ouais, à la place des crampons, quoi. On s'est assis, on l'a écouté nous raconter ça. C'était hallucinant. Ce monsieur-là s'appelait Walter De Seco. Donc, aujourd'hui, quand on voit ce que sont les chaussures, même par rapport à notre époque, aujourd'hui, ce sont des Ouais. chaussons. Les chaussures de football, ce sont vraiment de vrais chaussons. L'amélioration du matériel, l'amélioration de l'environnement, le terrain, quand je vois la pelouse du Parc des Princes, en temps normal, là, avec les Jeux Olympiques, elle a souffert, mais en temps normal, bon, en fait, on n'a même pas envie de jouer au football là-dessus, quoi. On a juste envie de s'allonger là, rester là, tranquille, Poser. tellement... Petit pique-nique. Même pas parce qu'on ne voudrait pas l'abîmer, on ne voudrait pas la salir. C'est C'est sûr. impressionnant. Et il y a des millions qui sont mis dans tout ça. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les moyens technologiques et tout ça, Ça a révolutionné. ça a changé un peu la face du sport d'une manière générale, quels que soient les sports, quoi. On a été au tout début de cette ère-là. Je suis tombée sur le reportage de Simone Biles, la gymnaste, Michael Phelps. On voit de plus en plus de sportifs où il y a vraiment une ouverture de la parole vis-à-vis de la santé mentale et comment tu peux dégringoler
même après avoir gagné une médaille, même après être the greatest of all time, parce qu'après, il y a l'attente des gens, la pression médiatique, la pression familiale, la pression des sponsors. Il y a pire que ça. C'est quoi pour toi le pire? Parce que quand tu arrives au bout du chemin, tu es au bout du chemin. Mais ta vie, elle continue. Ton chemin sportif, il s'arrête. C'est-à-dire que tu as eu ta médaille. Maintenant, tu fais quoi? Ça fait que certains tombent en dépression parce qu'il n'y a plus de but, il n'y a plus d'objectif. Ce qui s'est passé là à Paris, ça va inspirer des milliers de gamins dans le pays. Tout à fait. Dans les 2-3 prochains Jeux Olympiques, on va voir sortir des champions qui ont été inspirés là par Léon Marchand, par Teddy Riner, par un tel. Ils vont construire leur vie à travers ce rêve-là. Et quand tu l'atteins, ben, ça peut être terrible aussi. Ça peut te permettre d'aller à l'étage supplémentaire, comme ça peut te permettre d'aller à l'étage inférieur, en fait. Parce qu'il faut être préparé mentalement aussi à ça. Et pendant toutes ces années, il faut être préparé tant à la réussite qu'à l'échec. Et c'est ce qu'il y a de compliqué dans le sport, parce que il est difficile, quand tu travailles comme un malade, comme un acharné, il est difficile de penser à la défaite. Après autant de sacrifices pour vouloir cette médaille, pour vouloir cette coupe, pour vouloir... c'est très violent. Le sport de haut niveau, pour les personnes qui ne font pas partie en tout cas de ce monde-là, je pense que c'est important que les gens comprennent que le sport de haut niveau, c'est très violent. Tant dans le bien que dans le mal. Je trouve que c'est violent quand même, tu ne trouves pas? Alors, le sport de haut niveau, en tous les cas, de haut niveau. il est violent physiquement et mentalement. Physiquement, on le sent au bout d'une carrière, quoi, en fait. Parce que en fait, le sport de haut niveau, c'est aller à l'extrême de nos capacités, physiques, mentales, techniques. Quand on a ces trois éléments-là qui sont à leur niveau maximum de performance, le corps humain n'est pas fait pour ça, quoi. Le corps humain n'est pas fait pour ça. Voilà, ce sont des personnes qui sont pas, enfin, qui deviennent hors normes. Oui, qui deviennent hors normes. Ne naissent pas hors normes. Donc c'est toute cette construction-là qui fait, entre guillemets, la beauté. Oui. Enfin, c'est pas entre guillemets, qui fait la beauté et la violence du sport de haut niveau. Pour rebondir sur ce que tu disais, Teddy Riner était en interview. En fait, le sport de haut niveau, c'est dans un espace-temps très court, d'extrêmes compétences physiques, physiologiques. Et en fait, là, il explique que le monsieur n'a pas 40 ans et qu'il a de l'arthrose. Ouais. Médaillé olympique. Oui, mais... tellement de reprises. Et tu as eu aussi des blessures. Que le corps humain n'est pas forcément fait pour réaliser ce que l'on réalise des fois sur les terrains ou dans les piscines. Ou quoi, ça veut dire qu'il faut s'entraîner pour le faire. S'entraîner, des fois, c'est aller au-delà même de ce qu'on est capable de faire. C'est ça le but de l'entraînement. S'améliorer dans chaque compétence qu'il faut avoir pour être au top niveau. Ça ne se fait pas en restant dans son canapé devant sa télévision. Clairement. Non. Donc oui, ce n'est pas forcément donné à tout le monde d'être un sportif de haut niveau. Ça se travaille. Des fois, ça se rêve. Mais il faut que le rêve il devienne réalité. C'est un métier, le sport de haut niveau, en fait, voilà, c'est un vrai métier, en fait. Et l'outil de travail, c'est notre corps. Donc, ce qui fait que, après les Jeux Olympiques, on est un peu fracassé, quoi. Malheureusement, voilà, c'est terrible. C'est ce que tu disais, tu vois, être en haut et après, il y a le chemin. Toi, tu as eu des titres, une carrière. Des personnes qui t'ont suivi, que tu as inspiré jusqu'à ce jour. Vous n'avez peut-être pas eu la chance, comme nous autres, de marcher avec Bernard Lama. Mais laissez-moi vous dire, messieurs, dames, que les gens tremblent quand ils te voient. Des personnes adultes, on les voit t'aduler, tu vois. Tu vois, quand on était parti au maquis en zone 4, à Abidjan, des hommes, des messieurs, des pères de famille, ils se sont,
enfin, disloqués, quoi. Ils sont redevenus petits garçons en te voyant. Et je me suis dit, mais waouh, on vit comment d'être une légende vivante jusqu'en 2024, quoi. On vit bien. Vaut mieux ça que d'être... Même pas le fait d'être reconnu ou pas, parce que des fois, on n'a pas envie d'être reconnu. Enfin, disons, moi, je le vis bien parce que j'ai un contact assez facile avec les gens, de manière générale. Et les gens qui m'abordent, ce sont des gens qui m'ont vu à la télé, donc qui ont déjà un certain âge. Ce sont des fans, mais qui sont assagis. Donc, ils m'auraient vu 20 ans avant, ça aurait été différent. J'aurais été assailli. Mais non, donc ce qui fait qu'en général, ça se passe bien. Et puis avec le public africain, ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce que j'ai eu la chance de jouer à un moment où certaines télévisions se sont développées sur le continent africain. Et ces télévisions-là, elles possédaient mon club. Donc on était tout le temps à la télévision, bon, entre les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de championnat, les matchs avec l'équipe de France. Donc les messages que je pouvais passer aussi, parce que moi j'ai toujours été très proche de l'Afrique, dans tous les cas depuis que j'ai découvert ce continent, physiquement. J'ai une très bonne relation avec le public africain. Et ça se voit voilà, dans les rencontres que je peux faire, les rencontres... comme ça, que je peux faire à l'aéroport ou ailleurs. En général, globalement, ça se passe bien. C'est plutôt sympa. Ouais, non, ça se passe toujours bien. C'est vrai que ça se passe toujours bien. Pour toi, c'est plus quelque chose que tu gardes positivement. Tu leur en veux pas parfois d'être... Parce qu'il y a des gens qui peuvent être envahissants. Maintenant, les photos, enfin, tu vois, des personnes qui prennent des photos de toi alors que tu ne veux peut-être pas particulièrement être pris en photo. En général, quand je ne veux pas être pris en photo, je ne suis pas dans le public. C'est aussi simple que ça. Et à partir du moment où je sors, où je vais dans le public, je vais voir un match ou quoi, je me mets dans une configuration c'est possible. Où j'accepte ça parce que ça fait partie des choses. Et puis, c'est aussi me rendre hommage, donc il n'y a pas de raison de refuser. Il y a quand ce n'est pas contrôlé, là c'est plus difficile. À Abidjan, des fois, ça peut être un peu... À Abidjan, messieurs, dames, c'est pas contrôlé. Ce n'est pas contrôlé. Ouais, mais ça reste... c'est pas contrôlé. Je le prends comme ça et puis en général, j'arrive à le maîtriser, quoi. Parce que, je pense, comme je l'ai dit, j'ai une relation avec le public, j'ai une relation directe, plutôt facile et plutôt ouverte. Donc, si on me casse les pieds, je vais le dire et on va arrêter de me casser les pieds, quoi. Bon, ce qui fait qu'en général, je n'ai pas trop de problèmes, quoi, pour circuler un peu à droite, à gauche, quoi. Ça aide aussi, hein. Ça aide. Ça peut aider des fois. Ça aide beaucoup. Bernard Lama, tu fais partie de ces joueurs qui étaient joueurs de couleur, joueurs noirs plus particulièrement, employons les termes, joueurs noirs, extrêmement vocaux par rapport à leur point de vue. Et il y a eu des vagues, voilà, tu as joué dans le Nord, tu as joué dans le monde entier. Le racisme dans le football, tu l'as vécu. Aujourd'hui, on se retrouve encore à des campagnes de racisme sur des joueurs noirs qui vivent, voilà, qui sont bullied par le public. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? On part sur un time frame de 25-30 ans et on est toujours la même chose. Oui, je pense qu'on n'a pas pris les sanctions qu'il faut. Quelqu'un qui insulte dans un stade, il doit être banni. À partir du moment où on prendra les sanctions qu'il faut, on n'aura plus ce genre de problème-là. Je crois que c'est aussi simple que ça. C'est interdit dans un stade, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour... Bon, nous, et encore aujourd'hui, ça va, parce qu'à l'époque, quand je dégageais un ballon, ce que j'entendais, voilà, ou les insultes qui tombaient des tribunes, bon. Donc moi, c'était pas compliqué, hein. Moi, j'étais assez fermé à tout ça. Ça m'empêchait pas de jouer.
T'arrivais, en plus toi, t'es dans les buts, donc bien évidemment juste derrière, Donc tu entends tout. Et, t'as dû en entendre des belles et des pas mûres. Hein. voilà. Donc maintenant, il y avait deux solutions. Soit je passais mon temps à me plaindre, ou soit je passais mon temps à empêcher les ballons de rentrer pour qu'ils la ferment, quoi. C'était aussi simple que ça, quoi. Donc moi, j'ai adopté une attitude. Après, bon, après le match, là, je pouvais m'exprimer. Donc je m'exprimais. Mais pendant le match, non, l'objectif, c'était de rester concentré et de les battre, de battre ces adversaires-là. C'est-à-dire que je n'avais pas que Les les joueurs en l'équipe face de moi, adverse. j'avais le public aussi contre moi. Donc moi, je l'ai toujours intégré, en sachant que voilà, je ne voulais pas me laisser perturber par ça. Ok. Bon, et en fait, au bout d'un moment, tu n'entends plus. Quand tu es dans cet état d'esprit-là et tout ça, ça veut dire que tu n'es pas sur ce qui se dit dans les tribunes. Oui, Tu es sur oui, ce qui c'est se vrai. passe sur ton Oui, mais on terrain. est quand même des êtres humains. Ce qui se dit dans les journaux, dans les tribunes, dans le... Non, dans les journaux, c'est différent. Après, dans les tribunes, mais ben, c'est ce que je dis. Si on en entend un, il insulte un joueur de salle négro ou de salle ceci ou de salle cela, il est exclu du stade. Et il est banni du stade. À À partir de... vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre avec les hooligans? Comment ils ont réussi à ne plus avoir de hooligans dans leur stade? C'est en les mettant dehors. Les sanctions directes Voilà. et effectives. Et aujourd'hui, tu vas en Angleterre, c'est pas d'aujourd'hui, hein, tu vas en Angleterre, dans le stade, globalement, ça va. Les gens sont là pour chanter, pour applaudir. Bon. Donc, il n'y a pas de raison que les gens viennent dans un stade pour nous insulter. Il n'y a pas de raison à ça. Après, il y a des passionnés, il y a la passion. Et il y a des gens qui, dans la passion, Débordent. ils débordent, ils dépassent les limites. Et bon, c'est difficilement gérable. Donc moi, j'avais pris le parti De te fermer. oui, de me fermer à ça, quoi, parce que la bêtise humaine, elle est bien plus grande que moi, quoi. Le fait que malgré cet espace-temps-là, il n'y ait toujours pas eu des sanctions prises, je pense qu'on peut peut-être se dire qu'effectivement c'est un problème de sanctions. Donc ça veut dire que c'est tant étatique aussi que vis-à-vis des fédérations aussi, tu vois. Moi, je pense que voilà, chaque fédération a ses règlements. Comme je le répète encore une fois, les gens qui se permettent d'insulter football ou quel que soit le sport n'ont pas à être dans un stade, quoi. Mais en même temps, le stade, c'est quoi? Le stade, c'est quoi? C'est une mise à mort. Quand on va dans un stade, c'est pour voir une équipe gagner. Et l'un des deux tombé. Le stade, ça fait penser au jeu de Rome. Et les acteurs, donc les joueurs, sont les gladiateurs. Je dis qu'on est là sur un terrain pendant un certain temps. Concentrons-nous sur ce que l'on a à faire, c'est déjà suffisamment difficile. Tout à fait. Mais pour le faire, c'est vrai qu'il faut être dans de bonnes conditions. Je pense que les sanctions doivent être revues et doivent être radicales. Parce que ces gens-là, ce sont des radicaux. On ne Donc, peut pas faire un poids de mesure. mais non, parce que ça veut dire qu'on fait semblant à ce moment-là. Et ça, c'est pas arrangé. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Mais c'est ça, au-delà même de l'étonnement. En fait, il y a un réel problème et il ne faut pas avoir fait la Sorbonne pour s'en rendre compte. Donc je me demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les joueurs de couleur sont encore attaqués aujourd'hui? Et c'est parfois même les coéquipiers de ces joueurs-là qui doivent quitter le stade pour qu'il y ait des choses mises en place pour qu'on reprenne le jeu. Il y a un problème. C'est pour ça que je dis que s'il n'y a pas de sanctions fortes prises, quand il y a ce genre d'acte-là, on sera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on y sera encore. On dit bien que le monde, c'est un éternel recommencement. Donc, c'est aussi l'histoire du monde. Et comment je vais expliquer ça aussi? C'est aussi... ça montre que le sport est un élément rassembleur, mais
en même temps qui divise. Aussi. En France, on a une équipe nationale qui est à majorité composée de joueurs issus Afrodescendants. qui sont afrodescendants ou issus des DOM. Tant que ce sera aussi visible et tout ça, je pense que ça va nous permettre d'avancer au fur et à mesure. On l'a vu dans le football, mais on l'a vu dans le judo, on l'a vu au basket, on l'a vu au volley, on l'a vu dans des sports improbables, taekwondo, Oui. au break. Donc non, la population, en tous les cas la population française, mais la population du monde, elle est métissée. Elle est métissée, donc les discours haineux et tout ça, ils n'ont pas vraiment de sens. La population, elle est mondiale aujourd'hui, quoi. Est-ce que si on va fouiller dans les origines même et tout ça, c'est outdated même. et il y a des gens qui vont découvrir des choses, ils vont halluciner. Il y a un concept à pause de podcast, c'est que l'invité précédent pose une question à l'invité suivant. L'invité précédent te demande quelle est ta plus grande fierté? En dehors de mes enfants, d'avoir été un enfant qui a rêvé de gagner la Coupe du Monde et de la gagner, quoi. Ça a mis 28 ans, mais j'y suis arrivé. Et c'était ça, c'est ce qui a guidé ma vie. À 7 ans, j'ai vu Pelé gagner la Coupe du Monde au Mexique en 1970. Et ça a fait tilt dans ma tête. À partir de ce moment-là, je me suis dit, moi aussi, je veux être champion du monde. Je veux être comme Pelé. Je voulais être comme lui. Moi, je n'avais pas ses qualités. Mais le fait de vouloir être comme lui m'a permis de développer mes propres qualités et de gagner la Coupe du Monde. Je dis que, bon, un homme qui a réalisé son rêve, il n'a plus rien à réaliser. Enfin, pas qu'il n'a plus rien. Il n'attend plus rien pour lui, quoi. C'est ce que je voulais, donc je l'ai eu. À donc, voilà. 7 ans, Ouais. tu as rêvé de gagner la Coupe du Monde en voyant Pelé gagner la Coupe du Monde. Et tu t'es dit, moi, c'est ce que je veux faire. Ouais. Et c'est ce qui a guidé toute mon enfance, toute mon adolescence et toute ta vie d'adulte. Et ma vie d'adulte derrière. À en arriver à ce jour où, ouais, c'est pour 98, ça que tu décroches la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Voilà, 28 ans. Ça va. J'ai failli passer à côté, quoi, en fait. Parce que moi, ma Coupe du Monde, la vraie que j'aurais dû jouer, c'est 94, celle de 94, où malheureusement on se fait éliminer. Mais s'il n'y avait pas eu 94, j'aurais peut-être pas eu 98. Ça aurait été, on ne sait pas. C'est ça le sport, hein. C'est aussi savoir accepter l'échec, puis rebondir et aller vers le succès. Sans 94, j'aurais peut-être pas eu 98. Ouais. Comme on ne peut pas revenir en arrière. I arrière. guess we'll never know. J'ai envie de te demander alors, comment ça se passe quand on s'assoit sur le toit du monde en tant que champion du monde de football? Parce qu'il y a champion du monde des sports, il y a champion du monde de football. C'est même après ta mort, hein. Ça va au-delà de la mort. Le titre de champion du monde t'inscrit dans un panthéon là, en haut, où tu descends pas, quoi, en fait. Enfin, si, quand tu descends, tu vas dans le trou, quoi. Mais puis surtout ce titre, c'était le premier pour la France. Mais c'est ça, la première étoile de la France. Quelle émotion tu as ressentie vraiment quand tu as entendu les 3 coups de sifflet qui annoncent la fin de match? C'est pas la fin du match. Enfin, entre guillemets, je mets tout ça entre guillemets. Hein, oui. dans mon monde, je ne pouvais pas ne pas gagner. Tout ça, bon, il y a la joie, il y a ceci, il y a cela, mais tu ne réalises pas vraiment tout de suite. Tu es dans la joie. Tu n'es pas dans la réalisation de ce que tu as fait. De ce qui vient de se passer. Après, moi, en fait, c'est là où j'étais très marqué, c'est le lendemain, sur les Champs-Élysées. Le bain de foule, là? 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. C'est pas un et demi, c'est pas 500 000, c'est 2 millions de personnes en face de toi comme ça. C'est un truc de fou.
qu'on n'a jamais revécu, qu'on n'a jamais vécu ni pour la guerre, ni à la fin de la guerre, ni jusqu'à maintenant, quoi. Donc, voir les Champs-Élysées d'en bas jusqu'en haut, remplis de monde, et ça, c'était particulier, quoi. Ça s'exprime pas. Alors, c'est à ce moment-là que là... C'est là où tu as réalisé quand la présentation de la coupe? Non, c'est pas là que j'ai réalisé. Tu sais, pendant 2 mois, nous, on est restés enfermés. Ah ouais? Il y a eu un mois de préparation, il y a eu un mois de compétition. Alors, quand je dis enfermé, ben oui, notre vie, c'était la préparation, les hôtels, bien sûr. de temps en temps, la famille, machin, tout ça, mais on allait très peu à l'extérieur, voire pas du tout. Du jour au lendemain, on sort et on a 2 millions de personnes autour de nous. Comment tu veux réagir? C'est quelque chose de très, très particulier. La preuve, c'est qu'on est rentré sur les Champs-Élysées. On était censé aller jusqu'à l'Arc de Triomphe, mais avenue Georges V, on a dû rentrer dans l'avenue et partir, retourner à la fédération, parce que c'était impossible. Ça, c'était vraiment le moment, quoi, chaud pour moi, quoi. C'était même pas tellement après le match ou... Juste, oui, c'est vraiment... Juste là, bien sûr, on était contents. Oui, bien sûr. Mais bon, en même temps, dans cette finale-là, était un peu particulière pour moi, parce que c'est le Brésil qui avait en face. J'avais des amis dans l'équipe en face. Il y avait un côté en moi qui ne pouvait pas s'exprimer, quoi, en fait, qui respectait la douleur de l'adversaire. Et c'est après, quoi, en fait, que là, j'ai pu me lâcher un peu, quoi. Et puis bon, et puis en même temps, comme je te disais, savourer ces 28 années de travail, parce que j'avais 35 ans, moi, à cette époque-là. Donc, et j'étais là depuis l'âge de 7 ans. Donc, 28 années de travail. Ouais, oui. Voilà. Voilà pourquoi le corps aujourd'hui... Ben oui, ça en fait partie. Dit Bébert, 28 années de travail. C'est pour ça que je dis que le corps humain, c'est une machine extraordinaire. Il faut juste remasteriser de temps en temps. Des mises à jour. Mettre une devise par là, ou voilà, et puis voilà. Hein, petite mise à jour du système, parfois. C'est nécessaire. Et, oui, parce que c'est beaucoup de blessures, c'est beaucoup de souffrances physiques, morales. Donc, fin de carrière, ça peut être délicat. Et même si on prend soin de toi, hein, il y a des blessures qui sont plus embêtantes que d'autres et qui ont plus de répercussions par la suite. Mais bon, pour le moment, ça va encore, on gère à peu près, quoi. Non, tu gères. À peu près. De toute façon, on est là pour que tu gères aussi. Tu ne crois pas qu'on va te laisser partir dans un chemin où tu ne fais pas attention à ta santé, Bébert. De toute façon, tu sais... On n'a pas le choix, hein. Même si on ne veut pas faire attention. On est trop autour de toi. Tu ne pourras pas. Je ne pourrais pas fuir. Bon, mais c'est déjà ça. J'aurais gagné quelque chose, moi. Jambar, c'est un projet sorti, mais il y en a plein d'autres. Il y en a énormément d'autres, même. Qui sont encore dans les sous-bassements, si on peut dire ça comme ça. Sous-bassement, j'aime pas trop ce terme. Dans les tiroirs, on va dire. Qui sont dans les tiroirs. Les tiroirs. Merci pour la correction. J'ai un cerveau qui fonctionne tout le temps, qui est à tout 45 le temps 000 à l'heure. À la recherche de nouvelles choses. Moi, je suis assez curieux de tout ce qui avance, de tout ce que l'on vit aujourd'hui. Toujours des nouvelles idées qui arrivent. Donc, on y travaille et puis quand ça va sortir, tout le monde sera informé. On reviendra vous voir, cher ami. Mais non, mais oui, je pense qu'il y a encore des choses à faire sur le continent africain, dans le domaine du football, dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine de la formation. On peut en parler de la formation ou pas ? Moi, je pense que oui, on peut en parler. C'est-à-dire que le continent africain regorge de talents potentiels. Il faut encore continuer comme on l'a fait. On a commencé à le faire il y a 25 ans avec Jambars. Il faut continuer à développer nos jeunes, à développer les centres de formation, à développer les infrastructures. C'est l'un des gros problèmes en Afrique, le manque d'infrastructures, ce que je ne trouve pas normal. Parce qu'il y a de l'espace. Ce n'est pas l'espace qui manque. Il y a des moyens, ce ne sont pas les moyens qui manquent.
Donc j'ai du Tu mal peux à... répéter, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Non, ce ne sont pas les moyens qui manquent de ce que je vois en Afrique. Il y a énormément de choses qui se construisent dans tous les domaines. Mais je trouve qu'on ne met pas suffisamment l'accent sur les équipements sportifs. Euh, Parce que ce soit l'équipement sportif du citoyen lambda, hein, qui va juste Tout à fait. aller faire une promenade ou marcher un peu, que celui qui veut devenir un sportif de haut niveau. Il faut que les instances publiques soient beaucoup plus vigilantes et beaucoup plus, je dirais, ambitieuses pour leur population, qui sont très très jeunes. Donc, un jeune, moi, je préfère le voir à faire du basket, à faire du volley, du handball ou du cyclisme, enfin à faire du sport, à avoir une activité sportive plutôt que d'être dans un quartier, dans un coin du quartier, à faire des bêtises. Parce que ça va arriver automatiquement, le fait de ne rien faire, de rester à ne rien faire, Ça, ça amènera. pousse un peu, comme on dit, ça pousse C'est- to the edge, tu vois, au bord du bord Oui, de... ça pousse à la facilité. Et donc, non, je pense que le sport, c'est une école, comme on disait tout à l'heure, c'est une école de la vie. On se forme. Et souvent, je dis, j'ai une expression que j'emploie assez souvent, règle de jeu, règle de vie. Si on veut jouer au football, il faut respecter les règles. Si on veut être bien dans la vie, ben, il faut respecter les règles aussi. Il y a des règles à respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, ce sont deux choses qui, pour moi, vont ensemble. Et le sport permet de construire, permet à un jeune de se construire, permet à un jeune à apprendre des langues étrangères, par exemple. Par exemple. Peut permettre à un jeune d'accéder à l'informatique. Parce qu'aujourd'hui, ben, voilà, tout est informatisé, il y a de la data. Tout est Il faut que maintenant digitalisé. les sportifs de haut niveau, et en particulier les footballeurs, ben, comprennent qu'à un moment donné, on va leur donner, juste leur donner une tablette et puis on va dire bon, ben, tu apprends tous les systèmes de jeu. Parce que c'est ce qui se passe au basket. Il y a quelque chose que tu aimerais que les personnes retiennent de notre échange aujourd'hui. C'était la chose que tu aimerais que les personnes qui nous regardent, qui nous entendent, Ben, c'est retiennent. surtout les jeunes, surtout les jeunes, qu'ils croient en eux déjà, qu'ils croient en leurs rêves, mais qu'ils fassent en sorte de les réaliser. Parce qu'entre le rêve et la réalisation, il y a un chemin. Et donc qu'ils apprennent, qu'ils acceptent d'apprendre et, qu'ils cherchent à accomplir leurs ambitions. Parce qu'un homme un homme qui réalise ses rêves, en tous les cas, il est accompli. On ne peut plus rien lui proposer, en fait. Donc il faut s'accrocher à ça, il faut toujours y croire, croire en soi. Et quand je dis croire en soi, c'est faire en sorte que l'on réussisse. Croire en soi, ce n'est pas simplement dire bon, ben, moi je crois en moi, je suis le meilleur. Non, il faut aller sur le terrain, il faut le prouver. Il faut le montrer. C'est pas simplement le dire. Les faits doivent suivre cette Exactement, déclaration-là. Exactement. Celui qui croit en lui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison. Mais il doit le démontrer. Il doit démontrer qu'il est meilleur que les autres. Et ça se passe sur le terrain, ça se passe tous les jours à l'entraînement. Il y a ce qu'on appelle l'entraînement visible, l'entraînement invisible, c'est-à-dire la récupération, bien dormir, bien manger, bien s'hydrater, par exemple. Des choses simples de la vie, mais qui pour un sportif sont primordiales, quoi. Et, le sportif de haut niveau, et en particulier dans les sports individuels, c'est vraiment un guerrier, quoi. C'est vraiment un warrior et c'est vraiment un jambars. Ah oui, c'est de ça dont il s'agit, messieurs, dames. J'ai donné la... Allez, gentil. La clôture a été donnée, mais on va faire le closing quand même. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Charles Matouba pour 20 minutes au JO avec la légende du football vivante, Monsieur Bernard Lama. Bien plus qu'un titre de champion du monde, tant sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain. Un visionnaire, un papa, un ami, un tonton et tellement plus. L'un dans l'autre, messieurs, dames, merci énormément
de nous avoir suivis, de nous avoir entendus, de nous avoir regardés. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Toi, là, t'es trop grave, toi. T'es trop grave. Bon, ben c'est bien. Merci, Oh, bébé.